Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. On est à Paris. On est en 1976. On est à l'hôtel Intercontinental. Et à l'époque, il y avait une grande foire des vins internationaux, comme il y a à chaque année dans plusieurs pays. Et en 1976, à Paris, à l'hôtel Intercontinental, ils ont présenté des vins de partout dans le monde. Et il y avait un jury. Et le jury, c'est les derniers, là. Oui, il y a des petits prix qui se donnent, des moyens prix, mais il y a le grand prix. Le grand prix qui est donné et qui fait rayonner, autrement dit, le vin partout dans le monde. Les acheteurs de vin, les connaisseurs de vin, ceux qui suivent ça veulent savoir c'est qui le gagnant du prix. Donc, c'est un jury de 11 personnes. Il y avait 9 Français à l'aveugle, parce qu'on a des verres devant nous et on goûte. On prend notre temps et le résultat sort, le résultat arrive. Le gagnant pour le blanc, Château Montellana, un vin de Napa, Californie. Le gagnant du rouge, un Cabernet Sauvignon de Stag Leap qui passe premier devant un mouton Rothschild. À partir de là, à partir de 1976, c'est là que les vins californiens se sont fait connaître dans le monde entier. Oui, les Américains les connaissaient depuis longtemps, c'est normal. Les moines franciscains travaillaient la vigne en Californie depuis les années 1700-1800. Donc, il y a de la vigne depuis longtemps. La Californie, aujourd'hui, s'il était un pays, la Californie serait 4e au monde comme producteur de vin. Donc, derrière l'Espagne, la France, l'Italie. La Californie, c'est un grand, grand producteur de vin. Mais c'est en 1976 que mondialement, il y a des gens qui se sont dit « Oh, attendez, il se passe quelque chose. » Et tous les grands châteaux, les grands châteaux de Californie ont eu de l'attention. Et c'est à partir de là qu'il y a une effervescence. Oui, avant c'était un pays d'outre-mer. Après ça, c'était une référence. C'est devenu une référence. 1976. Donc, la Californie, on va la diviser en 3. Le sud, donc quand on voit Paso Robles sur une bouteille, on est au sud de la Californie. Santa Barbara, ça c'est des régions. Il y a une douzaine de régions viticoles en Californie. Les plus connus, Paso Robles, Santa Barbara, dans le sud. Au centre, on a le Monterey County, au centre. Il y en a d'autres, mais au nord. Le nord, les deux noms les plus connus, Sonoma et Napa. Sonoma qui doit aux alentours de 500 wineries. Napa, 600 wineries à peu près. Donc, ces deux régions-là, c'est incroyable, là. Ceux qui passent par là en vacances sont jetés à terre, vraiment. C'est unique au monde. Pourquoi? Parce que c'est deux régions qui sont sœurs. C'est deux régions sœurs, deux régions une à côté de l'autre.
mais différentes. Ceux qui circulent à Sonoma sur les routes, ils trouvent ça plus facile. Donc, ceux qui font un genre de trip de vin, se promènent dans le coin. Les routes à Sonoma sont mieux. Sonoma offre plus de cépages que Napa. L'offre d'hébergement et d'activité est plus grande à Napa. Donc, il y a des avantages à Sonoma, puis il y a des avantages à Napa. Donc, mais il y a une différence entre les deux. Sonoma est beaucoup plus rustique, si on peut dire, et Napa est mieux organisé. Mais c'est sûr que faire les deux régions, ça peut prendre beaucoup de temps. Souvent, les gens se concentrent dans une région, mais on est dans le même secteur. C'est une place incroyable. Les voyageurs souvent disent que Sonoma, c'est moins dispendieux que Napa. Napa, un peu plus touristique, je peux dire. L'offre d'hébergement est plus chère qu'à Sonoma, sauf qu'il faut fouiller un peu. Mais j'ai une histoire, le fun. C'est une histoire, le fun, qui, c'est deux filles. C'est deux filles. Chrissy Whitman, elle, cette fille-là, c'est la directrice d'un vignoble. Et Madame Whitman, à la base, est une biologiste. Puis soudainement, dans sa vie, parce qu'elle travaillait, elle travaillait en agriculture, biologiste, et à un moment donné dans sa vie, en milieu de carrière, elle est tombée en amour avec le vin. Et aujourd'hui, elle est la directrice, la grande boss de TPW, de Prisoner Winery. C'est quelque chose de fantastique. La winemaker de TPW, c'est Nikki Williams. Elle aussi, c'est la même chose. C'est drôle puisque les deux filles, la directrice et elle qui s'occupe du vin, elle qui pense le vin, elle qui travaille avec les artisans, mais ils ont un peu le même. Les deux filles ont un peu le même parcours. Nikki Williams, elle travaillait justement en agriculture en Illinois. Et à un moment donné, elle va faire puis elle a comme une deuxième job comme agent de voyage. À un moment donné, elle va faire un voyage France-Italie. Et sur place, là, elle a vu la Toscane, elle a vu des régions du sud de la France. Et là, elle s'est dit, oh wow, t'as un peu là. Là, elle s'est sentie interpellée. Là, elle s'est mise à triper. En revenant de voyage, elle a laissé sa job en agriculture et elle rentrait à l'université de Davis en Californie pour devenir énologue. Donc, ces deux filles-là qui, on va le dire, adultes, ils ont eu une passion à un moment donné dans leur vie, fin vingtaine, début trentaine, ils ont eu une passion. Et aujourd'hui, c'est drôle parce qu'ils ont à peu près le même chemin. Puis ces deux filles-là, c'est les grandes bosses de TPW. Je vous parle d'eux parce que j'ai goûté un vin extraordinaire, fantastique. J'adore. J'avais besoin, justement. Je cherchais un vin blanc, très gras, qui nappe le verre. Vous savez, quand on met du vin dans un verre, et là, on fait tourner un peu le verre, rien de prétentieux, là. Mais on voit que le vin nappe, un peu comme de l'huile. L'effet un peu huileux. Donc je cherchais un vin gras, le plus gras que je peux trouver. Je dis, à un moment donné, je vais aller chercher quelque chose qui a du corps. C'est un vin blanc qui a du corps, un vin blanc, on va le dire même pesant, on va le dire comme ça, un vin blanc pesant. Pas un vin blanc qu'on se tape la bouteille seule. Un vin blanc que j'avais un morceau de saumon, je voulais avoir quelque chose de... Puis j'avais quelques petites affaires à côté. Je voulais avoir quelque chose de très gras. Sur le conseil d'un ami, lui m'a référé
un vin qu'il avait goûté il y a quelques mois auparavant, le Blindfold Prisoner, le prisonnier. Ce vin-là là, est unique. Là. Ce vin-là, oui, OK. Oui, on tombe dans le vin, il faut le dire, là, on tombe dans le vin haut de gamme. Tu sais, le All-American, là, vraiment, là, on tombe dans du haut de gamme américain. Des notes de pommes, un peu de citron au nez, pas au goût, au nez, beaucoup de pommes. C'est un montage à partir de 30 de chardonnay. Et ce qui arrive, c'est que la base, c'est le chardonnay, mais ensuite c'est Mme Williams, Nikki Williams, la winemaker. C'est elle, ensuite, qui met l'expression dans ce vin-là. Donc, elle utilise d'autres cépages californiens pour venir seconder, pour venir aider son vin. Et à chaque fois, à chaque année, autrement dit, elle fait, il faut le dire, là, elle fait un bijou. Là. C'est un bijou. Il n'y a pas plus américain que le Blindfold Prisoner, le prisonnier. Aux alentours de 14,2 % alcool, 4,2 grammes de sucre au litre. OK, on est dans un vin plus dispendieux, 40 $, mais ça vaut l'achat. C'est quelque chose que vous allez triper. C'est quelque chose que vous allez savourer. Et moi, je pense que l'esprit californien, oui, OK, vous allez me dire, oui, c'est un vin que le taux de sucre est élevé. Non, mais là, on est en step. Là. On est vraiment dans quelque chose d'unique. Vous allez savourer, vous allez goûter ce vin-là, vous allez aimer ça. Je vous en passe un papier. Moi, le monde tripait, là. C'est quand on a ouvert la bouteille, là, à un moment donné, on était déçus que la bouteille soit vide. Le Blindfold de TPW, vous allez adorer. J'ai bien hâte de vous revoir. L'aubergiste est toujours là. J'ai plein de choses à vous dire. À bientôt.